Bonjour. 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 Philippe. Bonjour. Bonjour David. Oui, donc voilà, ma première question, c'est en tant que directeur du Nouvel Observateur, comment vous allez traiter ces 3 mois d'élection qui arrivent? On a un dispositif global, c'est-à-dire qu'on fait Internet et puis on traite la campagne dans le magazine papier. Il y a des équipes particulières qui suivent les candidats, j'imagine? Oui, il y a au moins une personne par candidat, 2 parfois quand il s'agit de Sarkozy ou de Hollande ou même de Bayrou. D'accord. En tant que PDG de Marianne, comment vous abordez le traitement des élections présidentielles à venir? Il y a 2 personnes qui suivent François Hollande, 2 personnes qui suivent Nicolas Sarkozy, 2 personnes qui suivent François Bayrou. Mais ça dépend des semaines, ça dépend de l'actualité. Ça reste très souple. Est-ce qu'au journal Le Monde, vous avez une charte, un texte, on va dire, déontologique sur la façon de traiter la campagne présidentielle, donc les candidats à cette élection? On a une charte déontologique assez fournie, assez développée, mais qui ne concerne pas spécialement la campagne présidentielle. Est-ce qu'à Libération, vous avez une charte, un texte déontologique pour le traitement de la campagne présidentielle? Il y a une charte, mais je ne pense pas qu'elle traite de ces sujets-là. Alors, est-ce que pendant cette période de campagne présidentielle, vous adoptez une ligne particulière? Est-ce que vous défendez des candidats? Est-ce que vous appliquez... Est-ce que vous vous êtes fixé des règles pour cette campagne présidentielle? Alors, à RTL, nous ne souhaitons pas la réélection de Nicolas Sarkozy. D'accord. Et nous ne souhaitons pas sa défaite non plus. D'accord. Voilà. Et nous ne souhaitons pas l'élection de François Hollande, mais nous ne souhaitons pas sa défaite non plus. D'accord. Donc, ça vous dit à peu près la ligne d'RTL. Ouais. Voilà. Et celle de Canal+? Oh, la même. La même. Alors c'est un courriel d'Alain qui résume sans doute le mieux l'interpellation de plusieurs auditeurs cette semaine. Je vous écris car je constate que dernièrement, France Info a une tendance à suivre la masse des médias et à perdre son originalité dans le traitement de la campagne présidentielle. En effet, on a l'impression qu'il n'y a que 2 candidats et que nous sommes déjà au 2e tour. Cela a le don de m'agacer, dit Alain, car nous mettons ainsi à mal notre socle républicain qui veut que tout le monde peut s'exprimer. Donc bipolarisation, je crois qu'il y a effectivement une réalité à cette... non pas accusation, mais à ce pointage. C'est à nous de nous montrer vigilants, mais pour cette période dont rêvent nos auditeurs, notamment ceux qui sont proches des petits candidats, entre guillemets, ce sera la période de l'égalité, celle à partir du 20 mars, que vous verrez sur nos antennes, et Dieu sait que ce sera compliqué, un temps de parole exactement similaire accordé à chaque candidat, qu'il soit un petit, un moyen ou un gros candidat. Personne ne sait s'il sera effectivement candidat, mais tout est prêt pour qu'il le soit. Nous avons donc intitulé cette émission DSK, un candidat nommé Désir. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct, comme chaque soir. L'homme politique le plus populaire à gauche, Dominique Strauss-Kahn, est élu en Pologne et en Roumanie, 2 pays qui ont reçu les prêts les plus importants du FMI. L'occasion de mieux comprendre le travail de celui qui apparaît, sondage après sondage, comme un candidat redoutable en perspective de 2012. Anne Sinclair n'a pas pris la parole à la télévision depuis plus de 2 ans. Elle a accepté de parler aujourd'hui dans le grand journal d'Obama, de sa vie à Washington, de l'actualité du jour
et de l'avenir de son mari, Dominique Strauss-Kahn. Voici Anne Sinclair. Je vais vous montrer un sondage, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc c'est un... Si, regardez, on va voir un sondage, je ne sais pas lequel c'est, on va nous... Ah bah tiens, c'est celui-là. Quel personnage de gauche est le plus capable de faire gagner la gauche? Ah bah dis donc. Et c'est même pas c'est pas un sondage, ça, c'est un plébiscite. Oui, mais bon, ça vous intéresse encore les sondages? Il y en a tous les jours. Oui. Bah, aujourd'hui, oui, je sais pas pourquoi, il y a des jours non, mais aujourd'hui, oui, voilà. Bah, je sais pas, les gens qui voudront être candidats le diront au moment où le parti a décidé que les gens qui voudront être candidats diront qu'ils sont candidats. Enfin, mais nous, on est impatients. Alors là, on a une couverture du 1er avril 2010 où DSK fait la une du Point. Et donc, on a le cas DSK et à l'intérieur du journal, on se pose la question déjà en avril 2010. Sera-t-il candidat en 2012? Confidence. Et donc, il y a des doubles pages qui mettent en avant sa possibilité de candidature. 2010, Nicolas Sarkozy est depuis 3 ans président de la République. Il a montré un certain nombre, un niveau de nervosité, un niveau pas d'incompétence directe. Les médias, je ne sais pas si c'est l'incompétence qu'ils ont remarqué, mais en tout cas, le candidat Sarkozy est en train d'être remis en question. Et donc, effectivement, la possibilité d'un candidat à gauche affleure, et c'est DSK qui apparaît. DSK, c'est le candidat type des médias à cette période-là. Il est à la tête du FMI, il valide énormément de décisions économiques allant dans le sens des réformes libérales. Donc, il va commencer à séduire la presse. Et je pense aussi qu'il n'y a pas que ça. Il faut des nouveaux produits pour les médias. Commencer à amorcer le match, la compétition qui va avoir lieu dans 2 ans. Et au fond, ce qui est important, c'est l'élection présidentielle. Entre les deux, c'est-à-dire le mandat de 5 ans, c'est un peu embêtant, au fond. Les décisions qui sont prises, les lois, tout ça, c'est pas forcément rock'n'roll. Il faut alimenter par un match. Et au fond, si même le mandat présidentiel pourrait être encore plus court, s'il pourrait faire que 2 ou 3 ans, on irait directement d'une présidentielle à une autre présidentielle. Moi, je suis un journaliste société au départ, et ça fait 7 ans que je suis au service politique, donc c'est ma 2e présidentielle. Et j'ai fait toutes les élections intermédiaires. Je suivais Hollande depuis le début de sa longue route vers la désignation. J'ai plutôt couvert Hollande, et Laure a plutôt couvert Martine Aubry dans les 2 gros challenges, enfin les 2 finalistes. D'accord. Dominique Strauss-Kahn aussi, avant l'affaire du Sofitel, est-ce que c'est vous qui vous occupiez des articles? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais là pour le coup, il y avait David Revaud-Dallon qui est au Monde, qui faisait plutôt Strauss. Et comme justement Hollande était considéré comme un challenger qui avait pas grande chance d'y arriver, du coup c'était plutôt moi qui me le suis mangé, entre guillemets. Ouais. D'accord. Il y avait une sorte de machinerie médiatique très très forte qui était en place pour que Strauss-Kahn, en gros, utilise la primaire comme une primaire de consécration et de confirmation, et non pas comme une primaire de désignation. Vous dites qu'il y a eu une machinerie médiatique pour faire en sorte que Dominique Strauss-Kahn soit le candidat de la gauche. Est-ce que vous incluez Libération dans cette machinerie? Non. Non, pas du tout. Non, nous on est restés toujours... Il y a eu... il n'était pas encore en campagne, etc. Mais enfin, la machinerie, c'est surtout le documentaire sur Canal. Je pense que c'est plus dans la presse audiovisuelle que dans la presse écrite. Allez, go! Un samedi de septembre 2010, dans la banlieue de Washington. Cet après-midi, c'est le tournoi de football annuel du Fonds monétaire international. C'est quoi ce t-shirt là? Ah, c'est le t-shirt de l'équipe de mon bureau, puisque c'est un tournoi interne avec des équipes pour chacun des bureaux. Ça, c'est l'équipe, c'est le t-shirt qu'ils ont fait dans mon bureau. Ça ressemble à un slogan de campagne. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont fait ça à mon insu. Et vous dites que Libération n'a pas soutenu Dominique Strauss-Kahn avant tout ce processus de primaire, etc. Non. D'accord. On n'a pas soutenu
Dominique Strauss-Kahn plutôt qu'un autre. On a soutenu, nous, le processus de la primaire. L'engagement du journal, c'était vraiment là-dessus. D'accord. Justement, nous, on a ramené des unes du journal Libération qui parlent de Dominique Strauss-Kahn, justement. Ça, c'est une une qui date du 18 février 2011, donc ça, c'est 3 mois avant l'affaire du Sofitel. Et donc, c'est DSK, l'effet FMI. Est-ce que ce genre de une, par exemple, vous ne pensez pas que c'est partisan et c'est... Non, parce que, en fait, pour le coup, là, c'est moi qui ai écrit le papier. Il faut que je le relise, mais... Là, la question qui est posée, c'est justement, est-ce qu'il est un symbole du libéralisme éloigné du quotidien, ou bien est-ce qu'il a réussi à orienter le FMI par son travail là-bas. Donc... Et la une, vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est une qui est neutre Alors, comme souvent dans l'IB, l'effet FMI, c'est la littération, à mon avis, qui a primé. Hein. C'est souvent il y a une question de forme. Le sous-titre, c'est « Auréolé de son succès au FMI ». C'est-à-dire que... Mais il se trouve que ses interlocuteurs, les économistes, y compris des économistes de gauche, etc., trouvaient qu'il avait fait un boulot intéressant au FMI. Enfin, c'est ce qu'il raconte dans le papier. Moi, je suis pas... C'est une qui date du 18 février 2011, donc ça c'est 3 mois avant l'affaire du Sofitel. Et donc c'est DSK, l'effet FMI. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de propos qui sont rapportés, qui sont des propos critiques. On a des propos de Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à Strauss-Kahn. On a des propos d'un mec de droite qui dit que finalement il ferait un meilleur candidat de droite qu'un candidat de gauche. Vous voyez, il y a ce genre de propos-là qui sont rapportés à l'intérieur du papier. Et en revanche, quand on regarde la titraille de une, il est évident que la titraille de une est un truc pro-DSK. On n'a pas été chercher jamais. Comment ça se fait que jamais Libération n'a été faire tirer le bilan des années Jospin et tirer le bilan du cercle de l'industrie, de ce genre de trucs-là, quoi. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans tout le traitement de DSK, c'est qu'au fond, on sait tout. Je parlerai pas de sexe, mais je parlerai d'argent. En 1993, quand il va perdre son poste de ministre de l'Industrie, on sait qu'il convoque 35 patrons du CAC 40 pour les faire défiler dans son bureau et que chacun lui remette un chèque à partir duquel il va fonder le cercle de l'industrie. Qu'est-ce que le cercle de l'industrie? C'est un lobby qui doit promouvoir l'industrie française à Bruxelles. Et tous les mois, Dominique Strauss-Kahn fait dans des grands restaurants, fait des réunions publiques avec ses grands patrons, qu'il met en contact des commissaires européens, des responsables de l'OMC et ainsi de suite. Il sert d'intermédiaire. Et il est payé pour ça. Il est payé via aussi une boîte de consultants. Donc ce sont les patrons qui lui ont payé sa secrétaire, qui lui ont payé son local, à côté de Publicis. Ce sont les patrons qui lui ont payé sa vie. Il reçoit 2 millions de francs d'Alcatel. Il reçoit 1,5 million de francs d'EDF. Il reçoit 600 000 francs de la Cogema, donc c'est le nucléaire. Il reçoit 500 000 francs de la Sofres. Et plus tard, c'est là que ça va poser problème, il reçoit 603 000 francs de la MNEF. Mais tout ça, ce ne sont pas des données secrètes. Ce sont des données publiques. Ce sont des données publiques, par exemple, on a un bouquin là, qui s'appelle Lévy caché de DSK, qui est sorti au moment où il a des ennuis judiciaires. Et bien, dans ce bouquin, il est très clairement expliqué ce que je vous raconte sur le cercle de l'industrie. Simplement, moi, ce qui m'étonne, c'est la capacité d'amnésie du système. C'est-à-dire que tout ça, on le sait. C'est dans un bouquin, ça a été dans des articles, ça a été publié par tous les trucs au moment où il est dans le caca de la MNEF. Mais quand il se représente 15 ans plus tard, c'est oublié. La boîte à questions avec nos invités d'hier et d'avant-hier, qui étaient Thierry Ardisson d'une part et Anne Sinclair d'autre part. Entre nous, il n'est pas trop important, DSK, pour devenir président de la France. Oh, on n'est jamais trop important pour devenir président de la France. Ça le fait grave d'avoir un mari qui a une dimension mondiale, non? Oui, je suis fière. Quel est le péché pas très mignon de votre mari? Le sauté de veau? Vous avez les clés de l'Élysée pour une soirée, vous en profitez pour me tirer. Notre invité ce dimanche. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes peut-être l'expatrié, finalement, le plus célèbre de France. Et votre parole est plutôt rare. D'abord, vous allez bien? Personnellement, je vais bien. Très bien même. Et surtout quand
j'ai la chance de passer par Paris et d'y voir mes enfants et mes amis. C'est plutôt agréable de retrouver les Français, la Bien France sûr. et les Français. Et finalement, est-ce que vous êtes un homme libre, Dominique Strauss-Kahn, dans cette période aujourd'hui, en ne pouvant pas vous exprimer Oui, je suis un homme plus libre que je n'ai jamais été. C'est vrai qu'il y avait une forte tendance dans beaucoup de journaux parisiens en faveur de Strauss-Kahn. Bon, on n'était pas encore à ce point-là puisqu'il n'était pas un candidat. Ouais, enfin, on a beaucoup joué là-dessus. Bah, lui n'ayant, enfin, il était candidat sans l'aide. Si vous voulez, à partir du moment où il n'a pas encore déclaré sa candidature, c'est compliqué de le soutenir vraiment. Mais vous avez raison, il y avait un vrai mouvement de sympathie médiatique à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. Vous le regrettez, ça, aujourd'hui, d'avoir été un peu, bon, on va dire, de l'avoir poussé, d'avoir entretenu le mystère, d'avoir fait jouer un petit peu le désir, l'idée de créer cette espèce d'enthousiasme. J'entends bien, je comprends bien le but de votre interview, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas mélanger un journaliste et l'ensemble du monde médiatique. Là, vous avez David Revaud-Dallon en face de vous, qui est journaliste, rubricard, Parti Socialiste. Vous n'avez pas l'ensemble des complotistes médiateurs parisiens que vous entendez dénoncer dans votre sujet. Vous avez écrit des articles dans Libération extrêmement favorables à Dominique Strauss-Kahn. Ah bon oui, notamment quand vous l'avez suivi, je l'ai ramené, je crois. Une tournée en Europe de l'Est, oui, je vois. Voilà. Oui, donc vous l'avez trouvé extrêmement favorable? Je l'ai trouvé un petit peu, ouais, on aurait dit un public reportage où on suivait le candidat qui lançait les bons mots. On se borne à raconter ce 48 heures avec Dominique Strauss-Kahn, quoi. Mais il n'y a pas non plus de propos dithyrambiques, me semble-t-il, à l'égard de Strauss-Kahn dans cet article. C'est un article qui fait toujours planer un petit peu l'idée qu'il pourrait revenir à Paris. C'est-à-dire qu'à l'époque, il pouvait revenir. Donc journalistiquement, cet élément était exact. On le suit, quoi, on le suit. On le suit, c'est mon travail de suivre les hommes politiques. Effectivement, je le suis et je le raconte. Mais j'ai pas de preuve d'un élément dithyrambique ou brosse à relire. J'aimerais bien que vous m'en trouviez un, d'ailleurs. Par exemple, vous l'appelez, sans guillemets, vous l'appelez le sauveur de l'économie mondiale. Vous êtes un garçon intelligent, me semble-t-il. C'est un petit peu ironique, non? Vous n'avez pas le sentiment? Ouais. Ça, c'est le côté plus perfide peut-être de Libé, qui fait semblant de suivre DSK, mais au fond, qui prépare le terrain aussi de le mettre en avant comme futur candidat, comme futur match binaire de la prochaine présidentielle. Ouais, il y a carrément le chronomètre de 10h30, c'est 24 heures. Et c'est la série de Canal+, 24 heures. 10h30, 14h, 18h. Mais est-ce que au fond, ce qu'est DSK, à quoi il sert, ça se résume à 10h30. 10h30, tel État coincé par le FMI. 14h, encore un État saigné par le FMI. 18h, des nouvelles mesures qui assassinent les peuples. 23h30, encore des réformes pour le capitalisme et contre la société, ou contre le social. Non, c'est pas ça, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai mal lu les intitulés du suspense de l'horaire, du marathon de l'horaire de Libération. Le moment important de l'arrivée, c'est quand on sort les costumes, qui inévitablement sont froissés. Et dans la plupart des pays, on n'a pas les moyens de les faire repasser. De toute façon, généralement, on n'a pas le temps. Technique éprouvée consiste à prendre un costume froissé, l'accrocher sur un cintre, comme ça. Mais tous les voyageurs de commerce savent faire ça, hein. Mais vous êtes un peu voyageur de commerce. Mais je suis un peu voyageur de commerce, absolument. Alors, une fois qu'il est là, pour le défroisser, vous voyez, il est tout froissé partout. Alors, on le met comme ça. On ferme la douche. Et on fait couler l'eau chaude. Voilà. L'eau chaude dégage de la vapeur, ça fait 20 vapeurs. Et au bout d'une demi-heure, le costume est parfait. On le sort, on le suspend, il refroidit et ça marche. Il faut avoir ces petites combines comme ça, sinon on n'en sort pas. Et je crois que c'est un procédé qui est devenu commun, et peut-être depuis toujours, sur la manière dont il faudrait transformer les hommes riches et puissants en des gens normaux. Et il y a un texte de Roland Barthes, par ailleurs, dans les mythologies, sur la manière dont on veut faire croire dans une croisière que les gens qui ont du sang bleu, qui sont des aristocrates, sont des gens comme les autres, et il suffit de les montrer en train de se raser.
On les montre en train de se raser eux-mêmes, et voilà, finalement, ils se rasent comme nous, ils sont un peu comme nous, vous voyez? Et là, il y a eu dernièrement un documentaire fait par Guillaume Durand sur Bernard Arnault, première fortune de France, 4e fortune mondiale. On ne nous montre pas Bernard Arnault sur son yacht, on ne nous le montre pas, je crois que c'est à Chamonix, on ne nous le montre pas dans sa résidence secondaire à Saint-Tropez, on nous le montre dans sa maison familiale, quand il était enfant, en train de sortir la photo de son père, sur la tombe de ses grands-parents. Bon, c'est le même numéro avec Dominique Strauss-Kahn. On nous le montre en train de faire de la cuisine, on nous le montre en train de défroisser son costume, on ne nous le montre pas à Marrakech, dans sa villa luxueuse, on ne nous le montre pas dans ses belles voitures. Bon. Et est-ce que vous, à Marianne, vous avez clairement indiqué que vous aviez une envie de défendre un candidat plus qu'un autre à un moment donné? Non. Vous affichez clairement quand même un soutien. Ici, M. Dominac écrit « Il servirait encore mieux la France en France qu'à l'étranger. On l'attend, on l'espère, plus que tous les autres. » C'était la situation, oui. Les sondages et les études d'opinion montraient très clairement que les Français voulaient Dominique Strauss-Kahn. Si ce qui s'est passé au Sofitel a provoqué un tel choc dans la société française, c'est pas totalement par hasard. C'est pas totalement par hasard. Est-ce que vous pensez pas que c'était... Donc ici, le titre, c'était « Quand les Français fantasment sur DSK ». Vous pensez pas que c'était plutôt un enthousiasme journalistique? Est-ce qu'il y avait vraiment dans l'opinion publique... Non, mais je ne crois pas à ce que vous dites. Ouais. Je ne crois pas à ce que vous dites. Je pense que c'est totalement faux. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Je ne pense absolument pas que la presse crée des phénomènes. Vous pouvez le penser. Je pense le contraire. Dans le Marianne de cette semaine, donc à la fin, la publicité pour le journal, vous écrivez « Si des médias qui, à 98% pensent et disent la même chose, ne vous suffisent pas, abonnez-vous à Marianne. » Donc vous vous présentez quand même comme un journal différent. C'est à la télé et à la radio, je pense. C'est aux grands médias de masse. Les grands médias de masse, effectivement, disent et tiennent les mêmes discours. La seule certitude maintenant, c'est que Hollande sera au second tour. Ça, c'est... Oui, Catherine? Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 5 minutes? Il y a des amis qui me quittent, là. Je vous rappelle tout de suite. DSK puis Hollande. Moi, je crois que ça n'a pas beaucoup d'influence, mais c'est notre point de désaccord. DSK puis Hollande ont été les candidats de la presse. Ça, c'est juste. Ils ont été soutenus par les éditorialistes, pas pour les mêmes raisons. Strauss-Kahn pour des raisons idéologiques, parce qu'ils ont considéré, les éditorialistes sont plutôt de droite, ils ont considéré que c'est une gauche qui leur convenait. Oui, voilà. Et Hollande parce qu'il l'aime bien depuis longtemps. C'est un type sympathique, très sympathique, plutôt cultivé, drôle, etc. etc. Donc entre Aubry et Hollande, la presse a plutôt soutenu Hollande. Hein. L'Obs a soutenu Hollande, nous on a plutôt soutenu Hollande, Libé a plutôt soutenu Hollande, Le Monde a plutôt soutenu Hollande, et la presse de droite a plutôt soutenu Hollande. Ça c'est exact. Je crois que ça ne change pas grand-chose, mais ça c'est exact. Vous avez une carte, quelque chose? Oui. Je vais assez souvent sur Bruxelles. Ça, c'est avant l'affaire du Sofitel. On a 3 unes de Marianne après l'affaire du Sofitel. 28 mai, sexe, argent et arrogance, pourquoi les puissances autorisent tout et n'importe quoi. Ensuite, les femmes et l'affaire DSK, ce qu'elles en pensent vraiment, ce que les machos leur infligent au travail. Et enfin, le cirque DSK, ça suffit.
Donc ils ont vraiment changé de ligne. Oui, c'est quand même extraordinaire qu'ils osent titrer le cirque DSK, ça suffit, en ayant fait 3-1 sur DSK juste avant. Enfin, je veux dire, c'est de l'autocritique. C'est comme si ils arrivaient toujours à se détacher d'eux-mêmes. Comme ils pouvaient toujours, au fond, regarder ce qu'ils mettent en place, comme si c'était pas eux qui le mettaient en place, et après de critiquer, comme si c'était d'autres qui mettaient en place tout ça. Ça, c'est extraordinaire, cette faculté que la presse a d'accuser des comploteurs, des gens qui font quelque chose, alors que c'est eux-mêmes qui le font. Mais c'est régulier, ça, c'est régulier. Moi, j'avais travaillé sur l'affaire Outreau, où ces mêmes médias innocentes des monstres que eux-mêmes ont montré comme monstres. François Hollande en route pour la présidentielle. Il a officiellement annoncé sa candidature via la primaire socialiste. François Hollande qui réserve ses premières déclarations à France 2. Page spéciale à la fin de ce journal. Bonsoir et à tout à l'heure. Il dit de lui qu'il est à la fois normal et exceptionnel. Après l'inculpation de DSK, c'est le nouveau favori pour la présidentielle de 2012. Voici François Hollande. À en croire les sondages, si les élections avaient lieu aujourd'hui, vous seriez président de la République. Et donc vous ne serez pas président de la République. C'est votre vœu ou votre crainte, je ne sais pas, Jean-Michel Apathy, mais les sondages, j'ai toujours évoqué ces enquêtes d'opinion avec réserve et retenue. Je vous cite un extrait de l'article du Monde, « Comment Hollande a gagné la bataille de l'opinion ». Début 2010 encore, il n'était pas rare que les enquêtes d'intention de vote omettent de le tester, entre guillemets. Pendant tout un temps, François Hollande n'a pas été testé. Par tout le monde. Par des enquêtes d'opinion. Alors, lui donner 5%. Ceux qui le testaient lui donnaient 5% d'intention de vote. Si vous voulez, la place de François Hollande, c'est une position. Il occupe une position politique. Autrement dit, quand Dominique Strauss-Kahn a été éliminé pour les raisons que l'on sait, eh bien François Hollande a pris la position occupée par Dominique Strauss-Kahn. Mais exactement. Regarde les chiffres, c'est exactement cela. Donc il a gagné, il n'a pas gagné. C'est surtout M. Strauss-Kahn qui a été éliminé. C'est arrivé assez tôt pour que eh bien, un candidat, si vous voulez, à toute chose égale par ailleurs, prenne la place. Et sur François Hollande, vous pensez aussi de ne pas avoir eu de parti pris par rapport à cette candidature? Non, on n'en a pas eu, non. On a ramené aussi quelques archives. Là, par exemple, c'est le 29 août. Donc là, on est à 1 mois et demi du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de cette une de Libération? Aubry peut-elle le battre avec cette photo qui alors ça, j'aimerais bien que vous compariez avec le reste de la presse française, qui en gros, l'ensemble des journaux disait Hollande gagnant. Voilà. Vous avez Aubry et pas Hollande, quoi. Et l'ensemble de la presse faisait Hollande, quoi. La photo, vous les avez tous les deux. Vous pouvez dire qu'il y en a un qui est dans la lumière et l'autre qui est dans l'ombre, que ça rejoue un peu effectivement leur état dans les sondages. Donc là-dessus, non, je trouve on a été... Et encore une fois, là, alors, je sais bien que vous allez vous arrêter au titre, etc. Mais moi, je défends toujours un peu le papier. Il fait 9000 signes, à mon avis, extrêmement déséquilibré en faveur de Martine Aubry, pour le coup, quoi. Qui flageole. Vous utilisez le mot flageoler, alors que Hollande caracole. Où vous voyez flageole à la plage, pas à l'intérieur. PS, Hollande caracole, Aubry flageole. C'est quand même assez gros. C'est pas moi qui me suis occupée de cette page. Non, hein. non, parce que les unes, les événements, c'est nos chefs qui les font. D'accord. C'est Janie, c'est Mina, enfin, ils sont plusieurs, ils tournent. Voilà. Mais après, encore une fois, l'histoire de l'image, oui. Alors, sur l'histoire de cette image, quel est le message de cette photo? Une rencontre, enfin, c'était à La Rochelle, je pense. Enfin, pourquoi la lumière sur Hollande? Peut-être que le photographe était de ce côté-là et ne pouvait pas aller de l'autre côté, tout simplement. Enfin, après... Mais justement, la manchette peut-elle le battre Enfin, les deux ensemble font penser qu'il est victorieux, non? Non, pas forcément. Il y a un point d'interrogation qui est très important. Non, oui. Ouais. Bien souvent, il y a un effet qui est un peu le même qu'au 18... Corporatisme, au-delà de ça. C'est un attachement à une image de soi.
c'est au XVIIIe siècle, au fond, comme une corbeille commune qui est faite avec les petits curés de campagne qui sont là pour cacher, avec leur dévouement à leur paroisse, éventuellement à leurs fidèles, à leurs ouailles, pour les secourir, pour monter des fonds de secours et ainsi de suite, qui sont là pour cacher la corruption des évêques. C'est ce qui s'est produit au XVIIIe siècle, des évêques cyniques. Et j'ai l'impression que bien souvent, c'est la même chose qui se reproduit. On a des petits reporters ou des écrivains dans leur canard qui peuvent être des gens probes, qui font leur travail, leur semble-t-il, le plus correctement possible, mais qui se solidarisent avec des Laurent Geoffrin, avec des Nicolas Demorand, avec des Jean-Michel Apathy, vous voyez? Et c'est ça que je trouve regrettable. La presse écrite n'est pas obligée, heureusement, de mettre tous les candidats à égalité. Fort heureusement. On peut exercer un jugement, un choix. Fort heureusement. Mais vous trouvez ça démocratique? Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs journaux. S'il n'y avait qu'un seul journal, ce serait pas bien. Mais comme il y en a plusieurs, c'est différent. Mais comme chacun des journaux prend soit position pour Hollande ou soit pour Sarkozy... C'est pas vrai du tout. Ça limite le champ, quand même. Mais c'est pas vrai, il y a des journaux... Vous connaissez des journaux pro-Joly ou pro-Mélenchon? Pro-Joly, pro-Mélenchon? Je ne connais pas. Et on fait pas comme ça, on va pas dire, voilà, nous on est pour machin, pour bidule, de manière grossière. Les gens n'attendent pas ça de nous. On essaye d'être un peu plus subtil, enfin, voilà, on réfléchit, on prend les déclarations, on commente, on fait un commentaire un peu plus favorable sur l'un que sur l'autre. Alors du coup on peut dire, tiens, il est plutôt pour lui que pour l'autre. Mais on essaye de pas être trop lourdin, quoi, vous voyez. Sur les années Jospin, on s'est rendu compte entre 1997 et 2002 qu'il y a eu plus de privatisation sur ce gouvernement de gauche que sous la droite. Voilà, qu'on a diminué la taxe sur les grosses fortunes, etc. Donc, François Hollande, qui était premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, ne s'est pas opposé à cette politique menée. Non, il était associé, oui. Et aujourd'hui, il se présente comme le candidat contre la finance. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il est de gauche au vu de ce qu'il a fait lorsqu'il était à même à avoir des responsabilités? Oui, évidemment. Oui. Le gouvernement Jospin était de loin le plus à gauche d'Europe. De très loin. En tout cas, les Échos, attendez. Si vous comparez. Les Échos disaient en 1999 sur Dominique Strauss-Kahn, donc, qui était le ministre de l'économie, que c'était le plus grand des privatiseurs. Mais je ne crois pas que la privatisation soit un bon critère. Quel est le but d'un gouvernement de gauche? C'est de favoriser les revenus et la situation sociale des gens les plus défavorisés en priorité et de manière plus générale de la population, quoi. Ils n'ont pas mal réussi. Mieux que la droite, en tout cas. Donc ils ont accepté le système de concurrence et donc à partir de ce moment-là, ils se rapprochent. On ne peut pas limiter la gauche à ceux qui veulent remplacer l'économie de marché par une économie publique. C'est une toute petite fraction, ça, de gens. Quand un Geoffrin, comme vous me dites, quand il dit que favoriser la concurrence, c'est être de gauche, mais c'est un concept totalement anachronique pour la gauche. Je dirais que si être de gauche, c'est penser que on a encore le devoir d'être des consommateurs qui vont passer notre temps à regarder quel est le produit le moins cher, c'est encore une fois valider le marché et c'est ne pas s'inscrire dans une révolution culturelle qui mettrait à bas cette idée de consommateur permanent, qui est une idée de droite, et une idée individualiste et une idée capitaliste. Et là, c'est bien là la faillite de la gauche, ou de cette prétendue gauche. C'est que les autres en face ont gagné une révolution culturelle. C'est de nous vriller dans la tête le fait qu'on est des consommateurs permanents. Alors là, il dit autre chose aussi, sur la concurrence, il a utilisé une métaphore, il m'a posé la question de savoir si quand j'achetais un jeans, j'avais pas la possibilité de l'acheter dans différents magasins et je prenais le moins cher. Et donc il dit la concurrence, ça n'a rien de mal, c'est même nécessaire. Oui, mais c'est quand vous allez acheter un jean, est-ce que vous prenez systématiquement le plus cher?
Non, bien sûr. Bah donc vous êtes pour la concurrence alors. D'accord, mais quand c'est pas de la spéculation, c'est simplement le consommateur il choisit parmi plusieurs produits celui qui lui paraît le plus adapté. Donc il fait jouer la concurrence. Moi je suis pour ça. La concurrence diminue le prix, mais c'est de la foutaise. Il y a souvent de l'entente même dans la concurrence entre les boîtes privées pour que les prix augmentent. L'énergie, ah bon? Elle a augmenté de plus de 40 à 80% en France alors qu'elle est dans la concurrence soi-disant privée. Quand moi j'avais de l'énergie qui était faite par EDF, quand j'avais la SNCF qui faisait le train, ça me mettait de côté, soi-disant, de jouer la concurrence. Parce que qu'est-ce qu'il veut Geoffrin comme monde? Qu'on passe notre temps à comparer les prix? Qu'on passe notre temps à comparer le prix des jeans, le prix de l'énergie, le prix des transports, le prix du mutuel, le prix de la santé, le prix de l'éducation, qu'on compare constamment, que tous les soirs quand on rentre du boulot, on se mette devant des prospectus et on compare constamment au lieu de lire, de baiser, de se promener, de faire du sport, d'apprendre, de se cultiver. C'est ça le modèle économique. Il veut qu'on soit un homo economicus qui compare toujours pour acheter plus bas. C'est ça le modèle économique que veut Geoffrin. Mais il est beau son modèle économique. Moi je préfère faire autre chose que comparer constamment qu'est-ce que le moins cher. Je préfère lire, je préfère me promener, je préfère me cultiver, je préfère baiser. Voilà. Plutôt que comparer. Et mon jean, je m'en fous de payer à 50 ou 60 euros si je peux me permettre de faire autre chose. Si je peux aussi me permettre de l'acheter, soit. Mais ça, c'est une organisation en société. C'est piquer le pognon là où il est, le donner là où il n'est pas, et organiser la société autrement qu'avec des valeurs marchandes de comparaison. La concurrence, j'en ai rien à branler. C'est même un concept, ça, c'est un concept à la Geoffrin. Et ça, c'est pas de droite? On a parlé beaucoup de libération avec M. Geoffrin, Ouais. de fait. Donc, je suis un peu... Vous avez vu du monde à Libé ou pas, non? Oui, Nicolas Demorand, Laure Breton. Je voudrais vous montrer des photos que vous connaissez évidemment, qui ont été publiées dans Paris Match. Je les montre d'abord à la caméra. On voit François Hollande et Nicolas Sarkozy très complices. Donc, maintenant, ils sont candidats, l'un de la gauche et l'autre de la droite selon les médias, et donc on les montre comme des gens différents, avec des programmes différents, et dans une position de sérieux, de rigueur. La photo du référendum de 2005, c'était un choix de leur part à tous les deux. Ils l'ont, et surtout Hollande à l'époque, sévèrement payé politiquement. Ils ont fait une faute, et surtout lui, il a fait une énorme faute politique. Est-ce que vous republieriez, vous, ces photos pendant la campagne, là, par exemple, pour rappeler qu'ils sont finalement tous les deux tout à fait conformes on va dire, à l'idéologie dominante? Alors il y a un autre sujet qui est donc dans la question, c'est de savoir si c'est les mêmes. Moi je pense pas que ce soit les mêmes. Et je pense, pour répondre très clairement, je pense que le gouvernement Jospin de 1997 à 2002 n'a pas conduit la politique que le gouvernement François Fillon, j'allais dire... Ils ont fait encore pire, ils ont privatisé plus que Juppé, Balladur et Villepin réunis. Mais là vous êtes dans le comment dirais-je, dans l'incantation, dans le symbole, dans le... c'est une politique, c'est une politique de droite, quand même, privatiser les bijoux de famille. Non mais attendez, qu'il ait commis des erreurs, qu'il ait commis des fautes, c'est possible, mais dire que la politique de Lionel Jospin de 1997 à 2002 était une politique de droite, il y a eu des erreurs, etc., ça veut dire que la politique de Nicolas Sarkozy de 2007 à aujourd'hui était une politique d'extrême droite dans ces cas-là. Ah oui, tout à fait. Nicolas Demorand sur Europe 1. Vous assumez en tout cas, et on a reconnu votre voix, Jean-Luc Mélenchon, l'accusation qui vous est désormais constamment faite d'être populiste. Vous êtes le président du parti de gauche et notre invité ce soir. Bonsoir. Écoutez, populiste, j'assume pour une raison. J'en ai assez que toutes ces belles personnes se donnent des grands airs en regardant le peuple, qui pour eux est une masse confuse et dangereuse. Voilà ce qu'ils pensent. Les mêmes qui nous ont insultés. Et le peuple qui vous a jamais élu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Ah bon? Enfin, à des élections directes, au suffrage universel. Ah bon, vous croyez au ça? Sénat, ça se passe comme ça? Eh ben, mon cher Demorand, figurez-vous que j'ai été élu... Et comme député européen, ça se passe comme ça aussi? Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu 2 fois conseiller général, pas vous, d'accord? Ah non, j'ai mais un ça, je suis suffrage d'accord. direct. Oui, oui. Deuxièmement, j'ai été élu député européen dans la grande circonscription du baissez Sud-Ouest, le doigt, baissez où le doigt. personne n'était élu jusque-là avant moi du Front de gauche. Et j'ai recueilli 275 000 voix sur la liste que je menais. C'est-à-dire que pour élire un homme comme moi, c'est l'équivalent de 5 députés nationaux. Alors remballez vos grands
airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne me pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple? Je l'espère. Je l'espère, ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Eh ben écoutez, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1. Il est 18h58. Et remballez vos grands airs sur les élus. Je suis un élu. Mais ça y est, on l'a bien compris. Direct. Et arrêtez de me pointer du doigt, vous. Cet air-là. Eh ben je prends pas d'air. Donc vous êtes la seule Belge du lot. Tout à fait. Faut juste que je regarde l'heure parce que j'ai une réu dans la foulée. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. La question qu'on se pose, elle est la suivante. Entre 97, 97 et 2002, il y a eu plus de privatisation que sous la droite. Il y a eu une politique vraiment de droite qui était menée. Hollande était premier secrétaire du Parti socialiste. Oui. Il n'est pas intervenu. Alors, est-ce qu'en tant que journaliste, on ne doit pas se dire, il nous promet là d'être l'adversaire de la finance, de faire une politique de gauche, mais quand il était en position d'avoir des responsabilités, il n'a pas du tout... Est-ce que vous avez lu, je sais pas lu, là c'est le 23 janvier. Le numéro du mardi 24. Oui, tout à fait. Vous l'avez là par hasard ou Non, pas malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Où est analysé point par point la déclinaison justement des mesures contre la finance. Oui, tout à fait, je l'ai lu. Mais ça reste quand même assez favorable. Moi, je ne suis pas là pour dézinguer François Hollande, que les choses soient claires. Mais cette déclaration est quand même pleine d'ambiguïté. Au Bourget même, sa déclaration est pleine d'ambiguïté. Et ces ambiguïtés ne ressortent pas dans la presse. Quelles sont ces ambiguïtés? Il dit « cet adversaire n'a pas de visage ». Mais c'est faux. Cet adversaire en a 100 des visages. C'est Marc Ladré de la Charrière, patron de Fitch Rating. C'est Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, qui a libéré la finance. C'est Michel Pébreau, PDG de BNP Paribas, qui lui a été conseiller occulte de tous les ministères de l'économie depuis 15 ans. Vous voyez? Donc cet adversaire, déjà, il a des visages. On nous dit, cet adversaire n'a pas de visage. Cet adversaire n'a pas de parti. Mais si! Cet adversaire a au moins 2 partis. Il a eu l'UMP et le Parti socialiste qui ont gouverné en accord sans heurter le monde de la finance depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, le Parti socialiste pourrait décider, mais encore une fois, de devenir vraiment cet adversaire. Mais encore une fois, il faudrait un retour critique sur leur histoire pour parvenir à dire, voilà, effectivement, on était trop conciliant à l'égard de la finance, mais il y a eu 2 partis qui ont soutenu. Donc on voit bien que dans le même temps où il fait cette déclaration, il y a de très grosses limites qui sont portées. Et la plus grosse limite, c'est quel est le plan d'action pour combattre cet adversaire. Lisez le discours du Bourget dans sa totalité, ou écoutez-le, ce que j'ai fait. Vous n'avez pas de plan d'action pour combattre la finance. Vous m'avez volé ma question suivante, Jean-Luc Mélenchon, mais je vous la repose. Est-ce que vous voyez si peu d'évolution que ça? Vous venez de le dire. Est-ce que vous voyez si peu d'évolution que ça dans le discours de François Hollande le dimanche dernier, justement sur le capitalisme financier? Est-ce que vous n'estimez pas que pour la social-démocratie française, pour le libéralisme français, c'est tout de même un pas en avant que vous devriez saluer? François Hollande n'a pas attendu cette élection-là pour se choisir un cap et avoir une doctrine. Il a dit ici qu'il n'avait rien contre le système financier. Je l'invente ou pas, Demorand? Non, je l'invente pas. C'est pas tout à fait. Non. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Voilà, je fais un soupir parce que tout à fait ce qu'il a dit. Si vos amis vous envoyaient un tweet, c'est 140 signes, c'est difficile de nuancer. Mais on va pas se faire les porte-paroles de François Hollande, c'est pas notre boulot. Ça ne serait pas un exercice inhabituel pour vous. Bon.
Donc, c'est parfaitement injuste. Arrêtez. Ça soulève les applaudissements, mais c'est injuste quand même. Mais c'est pas grave, passons. Quand on voit cette une-là avec François Hollande et ce gros titre de gauche, qui est une affirmation, en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation médiatique quand on sait... Non, je refuse ce terme. C'est absolument pas une manipulation médiatique. Je refuse évidemment ce terme. Donc vous estimez qu'il est vraiment de gauche? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Donc vous titrez quoi? Vous titrez quoi alors, puisqu'on fait le même métier, que vous êtes journaliste? Je serais curieux de savoir. Non, mais... Oui, mais tout à fait. Mais vous titrez quoi? Moi, j'aurais titré de gauche, point d'interrogation. Ah oui. Alors, on peut mettre... donc il faut mettre des points d'interrogation à chaque titre? Pas du tout, mais regardez par exemple en Belgique, mais vous savez qu'on a un peu l'humour belge, un peu taquin. Il y a eu des caricatures de cette une qui ont circulé, effectivement, une de gauche. Je prends mes lunettes. Il y a un point d'interrogation qui est rajouté, je le montre à la caméra. Et un autre qui va encore un peu plus loin et qui met carrément 2 centres droits. Oui, ça fait partie du débat, ouais. Libération se dit un journal de gauche, ça vous l'assumez, je pense. Bah oui, bien sûr, oui. Ouais. Et est-ce que vous prenez position avant le premier tour? Est-ce que vous prenez parti pour un candidat? Non. Et vous le ferez dans l'entre-deux tours? À voir. À voir. Monsieur Demant, bonjour. Excusez-moi, on a une équipe de la télé libre. On fait un sujet sur la campagne présidentielle. Est-ce que Libération, vous avez soutenu un candidat ou comment ça s'est passé là, ces premières semaines de campagne? Est-ce que vous prenez... On a publié un texte de François Hollande, ouais. D'accord. Donc ça, c'est une façon de soutenir sa candidature On a publié un texte de Libé est un journal de gauche, je pense que ça vous a pas échappé. Ouais. Ça vous a pas échappé? Que Libé est un journal de gauche? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met derrière le mot gauche? Ah bah ça, je sais pas, c'est à vous aussi de le dire, vous en êtes lecteur, non? Moi je le lis assez peu, mais je suis Libé, oui, je suis Libé depuis plusieurs années. Faut lire les journaux, hein, quand même. Oui. Avant d'en parler, hein. Ah non, mais je lis les journaux, D'accord, enfin, si vous lisez peu Libé, il faut... Non, c'est sur la gauche, la notion de gauche. d'accord. Non, mais comme c'est la gauche et Libé, il faut lire Libé pour pouvoir parler de manière informée. Oui. D'accord. Non, mais c'est le b.a.-ba, surtout quand on est journaliste. Oui. Mais alors... Pas très compliqué, c'est pas une enquête de terrain extrêmement complexe que d'aller dans un kiosque et d'ouvrir un journal. Mais alors, un journal... Donc voilà, alors on a publié un texte de François Hollande, on en était là. C'est quand même un tract politique pour François Hollande. Oui, ça c'est ce qu'a dit l'UMP, ouais. Oui, l'UMP ou d'autres, c'est assez clair, je veux dire. Le changement c'est maintenant par François Hollande, Voilà. On a l'impression que vous cherchez à le valoriser comme effectivement le grand candidat de gauche face à Nicolas Sarkozy, vous voyez. Comme si c'était indispensable d'avoir un deuxième tour. Vous voyez, c'est comme ce sondage, vous en avez fait la une, 30%. Ouais. Ah oui, sur Marine Le Pen, oui. Oui, alors ça c'est... bon. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications là-dessus? Ah oui, je les ai données dans l'IB. Parce que, vous voyez, il y a 12% de gens qui disent non, je ne voterai probablement pas pour Le Pen. Et pour vous, ces gens-là rentrent dans la catégorie des gens qui n'excluraient pas. Qui n'excluraient pas, Bon, c'est quand même assez clair, cette une. Qui n'excluraient pas. Ça veut dire, bon là, les Français disent... Alors, un Français sur trois va voter Le Pen, quoi. Est-ce que vous... Non. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Qui n'exclurait pas. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. En plus. En plus. Ouais, qui n'exclurait pas. Vous voteriez vous pour Marine Le Pen? Pour Marine Le Pen? Non, pas particulièrement. Mais enfin... pas particulièrement ou pas du tout? Probablement pas. Ah, probablement pas. Probablement pas. Probablement pas. C'est différent que certainement pas. Donc vous m'incluez dans les gens qui vont peut-être voter pour elle. Ah, peut-être, ouais. Donc c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. Moi, posez-moi la question. Posez-moi la question. Est-ce que vous allez voter pour Marine Le Pen? Jamais. D'accord. Jamais. C'est très bien, mais... Jamais. Mais c'est très bien pour vous. Jamais. D'accord. Jamais. Mais moi, je suis pas dans les 30% là. Vous faites peur aux gens? Non, je fais pas peur, non. En leur disant, pas, non. Le Pen, je fais pas peur, non. Le loup est dans le bois, etc. Ah, non, attention. pas. Non, pas du tout. Non. Vous allez leur dire aux gens du débat cet après-midi que vous avez fait la campagne active pour François Hollande. Est-ce que vous leur direz? Mais non. Ou est-ce que vous allez vous... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est faux. C'est faux? Eh ouais, c'est faux. Mais attendez... c'est faux. C'est faux. Ah bon? Eh ouais, c'est faux. Vous n'avez pas fait la campagne? Lisez Libé. Ah bon? Eh ouais, lisez Libé, ouais. Lisez. À l'époque, vous aviez... Lisez, ouais. Libération n'avait... Lisez. Et revoyez là ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Ah ouais, Libé, ouais. Moi je le lis pas, ouais. Lisez-le. Non,
On va vous raconter un petit peu comment ça se passe en ce moment dans toutes les rédactions. Les médias s'arrachent les cheveux avec le temps de parole des politiques. Bonjour Laurent Bazin. Bonjour. Le président du Conseil constitutionnel vient de renvoyer sèchement dans leur but les radios, dont RTL, mais aussi les télévisions, qui lui demandaient un peu de souplesse. De quoi on parle? De la fameuse règle de l'égalité absolue qui va s'appliquer à partir du 20 mars prochain aux médias audiovisuels. À partir de là, vous ne le saviez pas, vous le découvrez ce matin, tous les candidats qui ont les 500 signatures se valent. 1 égale 1. Le président sortant n'aura pas plus la parole que Philippe Poutou, François Hollande, qu'Eva Joly, Bayrou ou Le Pen, que Dédé Labeyot ou Cheminade, d'accord. Vous savez, Dédé Labeyot, c'est le candidat de la biodiversité. Ah oui. Même temps de parole à la même heure, sur la même antenne. Vous en invitez un, il faut les inviter tous. Donc pendant 5 semaines, un chou, ça devient la même chose qu'une carotte ou un radis. Passons tout de suite au dossier de la semaine. Il concerne le temps de parole des candidats et de leur soutien en période préélectorale. 9 télés et radios, dont France Info, viennent d'écrire au Conseil constitutionnel pour demander un assouplissement de cette règle. Donc à partir du 9 avril jusqu'au 6 mai, ça sera égalité de temps de parole et égalité de temps d'antenne entre tous les candidats. Autrement dit, Christine Kelly, vous me corrigez si je me trompe, voilà, stricte égalité. Ça veut dire même quand un journaliste parle d'un candidat, il doit parler de la même façon de tous les autres candidats. Jean-Michel Apathy. Le fond est incompréhensible. On ne fera croire à personne que Nathalie Arthaud égale Nicolas Sarkozy. On ne fera croire à personne que Nicolas Dupont-Aignan égale François Hollande. Moi, je voudrais qu'il y ait une révolte, des manifestations de journalistes, qu'on aille devant le siège du Conseil constitutionnel, que d'autres confrères courageux fassent la grève de la faim, pas moi, hein, mais je voudrais tout ça, pour dire quand même que nous sommes dans une bêtise française incroyable. À 7h50 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Vous avez déposé hier au Conseil constitutionnel, Nathalie Arthaud, 521 parrainages officiels. Le Conseil va les contrôler et dire s'ils sont tous valables ou pas. Alors Jacques Cheminade devrait déposer aujourd'hui, dit-il, 530 parrainages au Conseil constitutionnel. Et on attend aussi Cindy Lee, David Derrier, Jean-Marc Governatori, Philippe Poutou, je l'ai dit, Patrick de Villepinoisi, Nicolas Stocker, Frédéric Pradel, Karl Lang et des dizaines d'autres personnes qui cherchent des parrainages pour être candidats. Il faut souhaiter que tout le monde les ait. Il pourrait y avoir 50 candidats au premier tour à peu près. Ce serait bien, Nathalie Arthaud. Mais je sais que vous faites effectivement, il y a les grands candidats et ceux qui ne sont pas légitimes. Et que ça vous gêne beaucoup qu'il y ait des courants, y compris minoritaires, qui fassent entendre leur voix. Est-ce que vous souhaitez que tous les gens que j'ai cités aient leur parrainage? Eh bien écoutez, s'ils ont leur parrainage, ils seront cela candidats. montre qu'ils représentent quelque chose, qu'ils ont une force militante, parce qu'en réalité, seulement ceux-là peuvent avoir effectivement leur parrainage dans le pays. Parce que c'est pas facile, vous savez, il faut aller frapper à la porte de milliers de maires, il faut les convaincre. Et les convaincre sur quelle base? Vous croyez que les maires, c'est des huluberlus qui vont soutenir n'importe quel kidam qui frappe à leur porte? Pas du tout. Eh bien non. Eh bien, il faut souhaiter que toutes ces personnalités aient leur parrainage. De respect des maires, manifestement, que vous. Mais pourquoi vous dites ça? Je vous dis qu'il faut souhaiter que ces personnalités-là aient leur parrainage. Eh bien, tant mieux alors. Si vous l'espérez aussi, eh bien, écoutez, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est la démocratie. À partir du moment où, effectivement, on remplit le cadre et les règles, il n'y a pas de raison de censurer qui que ce soit. Et justement, on verrait pas, y compris ces faux débats, et on verrait pas cette course à l'échalote qui ne signifie rien et qui ne répond en rien aux problèmes aujourd'hui de la population. C'est un point d'accord entre nous, Nathalie Arthaud. Eh bien, je le découvre. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que vous défendez une présélection des candidats par les médias. C'est-à-dire qu'il y a l'UMP, il y a le PLS, qui sont effectivement les deux grandes forces politiques en France, mais il n'y a pas qu'elles. Par exemple, à cette élection, est-ce que vous donnez la parole à des personnalités politiques qui peut-être n'ont pas l'habitude de parler, qui ne savent pas effectivement parler médiatiquement, on va dire. C'est à qui? Par exemple Philippe Poutou, vous disiez il ne sait pas y faire. Comment, dans ces conditions, les points de vue opposés au libéralisme, on va dire de centre droit ou de centre gauche, comment font-ils pour s'exprimer, puisque vous décidez qu'ils ne maîtrisent pas les codes pour passer dans vos émissions? Par exemple, un point de vue protectionniste, un point de vue proche de la lutte de classe, un point de vue trotskiste, pourquoi pas? Comment ces options de société-là font-elles pour être entendues? Votre question, je suis désolé, je vais être un peu agressif avec votre question, mais pas vis-à-vis de vous, mais parce que vous représentez quelque chose. Votre question, c'est de la bonne conscience. Et votre question, elle évacue totalement l'idée de la responsabilité de gens qui, tous les jours, font marcher une entreprise. Un média, en l'occurrence. Avec la conscience de ce qu'est un média est tourné vers les autres, un média doit des choses au débat public, un média doit être divers, donner la parole à tout le monde, mais quand même pas n'importe comment.
Pourquoi est-ce qu'il y a 2 candidats trotskistes? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un jour quelles sont les divergences absolues, fondamentales, totales, qui font que le courant trotskiste en France, quand même peu de gens, très peu de gens, n'est pas capable de présenter un seul et même candidat? Si c'est si important que ça. Voilà. Et comme eux n'y arrivent pas, parce que chacun préserve sa petite chapelle, pourquoi pas, ils ont le droit. Nous, on nous impose de donner 2 heures au trotskisme en France en 2012. Attendez. Une fois tous les 5 ans. Et une fois tous les 5 ans, bien sûr. Bien sûr. Il ne manquerait plus que ça soit tous les ans, tiens. Si c'est ce que suggère votre question. Oui. Qui signe pour vous? Des maires de petites communes? Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, de présidents de communautés de communes. Et comment vous présentez à eux? C'est incroyable. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype des candidats inutiles dans cette campagne. Totalement inutiles. Et vraiment que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites. Si alors, vous avez un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez acheté le Canard enchaîné ce matin? Ce matin, mais encore, mais je la lis tous les semaines. Oui, je l'achète. Vous les soutenez donc? Bah, bien sûr. Il y a tellement peu de presse libre en France. Merci. Tiens, il y a une de mes mesures. Oui. C'est d'interdire. Non, mais c'est important. On n'a plus le temps. Ben, je vous le prends le temps. C'est d'interdire aux groupes d'armement qui dépendent des commandes publiques d'avoir des médias. Vous trouvez ça normal que des groupes qui dépendent des commandes publiques et des médias? Mais on vit dans quel pays? Une république bananière? Vous allez tout changer. Eh bien, les Français veulent tout changer. Merci Nicolas Dupont-Aignan, qui est pour le retour du franc, la fin de l'euro. Et si ça arrive, moi je promets le retour de la télé en noir et blanc. Dans un instant, le petit journal de Yann Barthès et on se retrouve à 20h35 avec les héros de Brest. Bon, alors, quand on dit Jacques Cheminade est un candidat inutile, il est un candidat inutile sur quel plan? Sans doute qu'il ne sera pas président de la République. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des idées sur la finance et ainsi de suite qui sont nulle part ailleurs, pour ainsi dire? De la même manière, si jamais il y avait Nathalie Arthaud et ainsi de suite, c'est au contraire sans doute les candidatures les plus utiles sur le terrain démocratique, parce qu'elles portent des idées qui peuvent être des idées loufoques, mais qui peuvent être des idées de rupture intéressantes, qui sont traitées comme des candidatures inutiles. Bon, on voit bien là, le mépris pour Nicolas Dupont-Aignan sur si jamais on rompt avec l'euro, ce qui est quand même une question qui peut se poser légitimement quand on a 80% des ouvriers qui sont favorables à rompre avec le franc. Donc c'est pas Nicolas Dupont-Aignan. À rompre, ouais. Aujourd'hui, il y a 80% des ouvriers qui sont favorables à rompre avec l'euro et à pratiquer un retour au franc. Donc je pense que c'est pas une question qui peut se traiter sur le terrain du dédain, du mépris, de l'arrogance de cette manière-là, de l'infaisabilité. Non, la question, elle doit être posée, elle doit être débattue dans le débat publiquement. Et là, le problème, c'est qu'au fond, toutes ces questions-là, elles ne sont pas posées. Sur le protectionnisme, la question n'est pas posée. Sur l'euro, la question n'est pas posée. Mais de toute façon, dès qu'on dit « Bon, je voudrais vous parler d'une mesure », non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on a des petites phrases, on a un tas de choses comme ça à commenter, on a des sondages. Mais dès qu'il s'agit de proposer une mesure, on n'a pas le temps. Page spéciale politique, nous accueillons Eva Joly, dont l'absence depuis la semaine dernière, depuis l'accord entre les Verts et le Parti Socialiste, a fait naître le trouble et même le doute, y compris dans vos propres rangs. Bonsoir Eva Joly. Bonsoir. Vous revenez donc sur le devant de la scène ce soir. Ma première question est très simple. Êtes-vous toujours candidate à l'élection présidentielle? Je n'ai jamais douté du fait que je serais candidate jusqu'au bout. Et ma détermination est plus grande que jamais. Moi, je porte un projet, un véritable projet de civilisation, par un mandat qui m'a été donné par tous ceux qui ont voté aux primaires. Donc cette détermination-là, elle est vraiment bien solide. On va parler de ce que vous pensez de cet accord, si c'est cet accord qui a motivé votre silence. Mais d'abord, est-ce que vous avez eu un moment de doute? Est-ce que vous avez eu un coup de blues en quelque sorte? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur cette candidature? On voit bien que ils n'y croient pas à ma candidature et qu'il y a un problème pour eux de légitimité. Qui est-elle, celle-là, qui vient d'ailleurs, qui ne fait pas de la politique depuis 30 ans et qui prétend porter un projet? Alors moi, j'ai l'impression que je ne cadre pas. Et on voit bien que la langue n'est pas la même, nous ne parlons pas la même langue. Dans l'interview avec Pujadas, j'explique combien est scandaleux
l'intervention dans un accord entre partis politiques d'un lobbyiste, d'une multinationale qui n'est pas chargé de l'intérêt général, mais de vendre de l'énergie nucléaire. Et sa réponse, elle n'est pas de creuser ou de savoir pourquoi cela me choque, mais c'est de prendre la défense du lobbyiste et dire c'est normal. Et ça, je trouve ça incroyable. Le paragraphe sur le MOX a été raturé. Et cela, pour moi, est totalement inadmissible. De voir les lobbies intervenir en direct dans la vie politique, dans un accord entre partis politiques. C'est anormal que des dirigeants politiques de premier plan puissent consulter, y compris les groupes qui sont après tout les fers de lance aussi de l'industrie française. Vous voyez, ça c'est le langage correct. On consulte. Mais justement, ce n'est pas une consultation. Ils ont modifié l'accord. Quand même, quand elle dit ça à David Pujadas, moi je serais David Pujadas. Si c'est vrai que Areva a appelé le Parti Socialiste pour faire raturer un paragraphe, je pense que ça mérite une enquête. Et je pense que ça mérite un reportage. Et je pense que ça mérite effectivement d'être dit au peuple français. Et là, la manière dont il réagit, c'est comme si c'était, bon, relativement secondaire, que ça se comprenait, que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et je pense que là, elle pose quand même une question qui est une question vachement intéressante et qui mériterait, en tant que journaliste, d'être creusée. Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec la candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Vous voyez la une du Figaro, Eva Joly attaque Hollande et le PS. Je n'ai pas regardé, c'est un très bon journal, mais je n'ai pas eu le temps, comme vous êtes très matinal, de le lire encore. Mais donc, il y a la une du Figaro qui dit que vous attaquez le Parti Socialiste. Mais ça, c'est évidemment leur vision des choses. Est-ce que vous appellerez, s'il est qualifié pour le second tour... Est-ce que vous appellerez, s'il est qualifié pour le second tour, à voter pour François Hollande, qui s'est engagé à poursuivre la construction de l'EPR de Flamanville? Je ne me trompe pas d'ennemi. Mon objectif est de battre Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je pense que le pays ne supporterait pas un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy qui creuse les inégalités et qui oppose les Français les uns aux autres. Donc c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. Pouvez-vous répondre à ma question? Appellerez-vous, s'il est qualifié au second tour, pourquoi vous ne demandez pas si François Hollande appellerait à voter pour moi? C'est comme si cette situation-là ne pourrait pas se produire. Bon, donc vous ne répondez pas à ma question. En France, la zizanie entre les Verts d'Europe Écologie et le Parti Socialiste a atteint un sommet aujourd'hui. Après un sévère rappel à l'ordre, Eva Joly a finalement appelé à voter François Hollande au second tour de la présidentielle. Récit des dernières péripéties avec Valérie Nataf et Antoine Janon. Eva Joly sera candidate jusqu'au bout. Elle reconnaît quand même qu'elle a des progrès à faire. Si je dis là, j'appelle à voter pour François Hollande, bon, les gens se diront, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? C'est-à-dire que je défends ma candidature, je défends la sortie du nucléaire, et ce qui est évidemment toujours très important, c'est-à-dire qu'en votant pour moi, les citoyens peuvent dire, nous voulons la sortie du nucléaire. Et en fait, personne n'écoute réellement ce que je dis, parce qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Et j'aimerais bien voir les autres candidats subir les mêmes apathies dans les mêmes conditions. Je vais vous dire, moi je sais pourquoi les Français lisent plus les journaux. Ah. Bah oui. Mais il faut vous mettre. Mais ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet. Et heureusement qu'il y a Internet. Mais c'est pas la parce que tous ces éditorialistes de bazar. On va y parler avec Vincent. Tous ces éditorialistes de bazar qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles, et qui sont totalement coupés des réalités, qui gagnent un argent fou, et qui croient connaître les Français. Ils connaissent plus rien des Français. On va s'en débarrasser un jour. Enfin, on va y venir. Attendez, on va y venir. Je vais vous dire. Mais je me mélanchonise pas. Mais madame, venez avec moi un jour sur le terrain. Venez voir les Français. Allez voir les Français qui vivent, qui souffrent. Non, mais on vit pas dans la lune. Mais on vit pas dans le même monde. Mais oui, monsieur Denisot. Je sais pas où je vis. Eh bien, donnez-nous votre salaire. Combien vous gagnez? C'est moi qui me paye. Combien vous gagnez? Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Dites-le aux Français. Combien vous gagnez? Vous êtes payé. Vous n'oserez pas le dire. C'est moi qui vous paye avec mes impôts, monsieur. Ah. Et les Français, ils ne contribuent pas à votre richesse? Je ne veux pas polémiquer avec vous. Vous ne pouvez pas dire droit dans les yeux combien vous gagnez aux Français. Parce que c'est une somme tellement extravagante qu'à force de jouer les bons samaritains ici... Mais je ne joue pas les bons samaritains. Non. Dites combien vous gagnez aux Français. Eh bien, voyez. Ça veut dire que tous ces gens qui s'en mettent plein les poches, qui donnent des leçons à la terre entière, et qui ne veulent pas voir, vous ne voulez pas voir la souffrance des Français. C'est facile. Oui, plein les poches. Donnez vos salaires. Traitez-nous de voleurs. Donnez vos salaires. Donnez vos salaires un jour. Traitez-nous de voleurs. Je ne traite pas de voleurs. Mais plein les poches, qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh bien, dites-le si vous le méritez. Eh bien, je ne vous le dirai pas. Ah, vous n'êtes pas un inquisiteur. Voyez.
Ça fait 40 minutes qu'on discute, là. Pour rien. Vous allez en couper la moitié, les 3/4. Vous allez garder exactement ce qui va aller dans le sens que vous voulez donner à votre papier. C'est-à-dire... Vous êtes journaliste aussi, monsieur Apathy. Vous savez qu'on fait des montages... C'est-à-dire... Mais oui, mais vous m'auriez dit au téléphone, monsieur, vous êtes un chien de garde, et c'est en tant que tel que je vais vous interroger. Je vous aurais dit oui, ou je vous aurais dit non. Mais pas dit ça. Mais pas dit ça, pas du tout. Mais il dit, vous êtes l'un des seuls à avoir pris position contre le temps de parole. Ça nous intéresse. Mais je ne dis pas que c'est faux. Mais vous défendez votre Mais l'interview, c'est pas ça. L'interview, c'est, vous êtes un chien de garde, justifiez-vous. Expliquez-vous. C'est ça, l'interview. C'est ça qu'il fallait me dire au téléphone. Vous m'avez pas dit ça. Et non, parce que si vous m'aviez dit ça, j'aurais répondu oui, j'aurais répondu non. Mais enfin... Vous auriez répondu oui? Mais peut-être, parce que ça m'aurait peut-être amusé. J'en sais rien. Je suis pas parti, là. Vous voyez, je ne vais pas dire vos questions, c'est... Je suis resté, j'ai répondu à tout. Voilà. Et j'ai répondu avec franchise. J'ai pas dit, ah oui, peut-être vous avez raison, oui. Non, voilà. Non, mais on va synthétiser, on va... Ah non, synthétiser rien. Non, vous avez tout... Non. D'accord. Non, on va finir, non. D'accord. Non, si soit vous avez une autre question sur... Enfin, on progresse, on va pas synthétiser, on va pas recommencer l'interview. Les 2 avancent, là, non, stop. Oui. Vous avez une question pour finir ou vous avez une question nouvelle, une question autre chose qui vous avez lu autre chose Ah oui, on a beaucoup lu. Quelle liberté reste-t-il aux électeurs pour se faire une opinion sur d'autres choix de société? Quand 75% du temps de parole, comme l'a écrit le CSA d'ailleurs, que reste-t-il aux autres visions de la société? Comme je suis coopératif avec vous, et comme tout ça va aller à la poubelle, je voudrais juste vous alerter sur une chose. Sur le pouvoir relatif du journalisme. Parce qu'il y a plusieurs biais dans vos questionnements. Plusieurs. Certains sont faux. Il ne s'agit même pas de discuter d'idéologie. Celui qui est fondamentalement faux, c'est le pouvoir que vous prêtez aux journalistes. Si les journalistes avaient du pouvoir, comme vous dites, comme vous le pensez, si le fait qu'ils répètent le catéchisme libéral jour après jour pouvait imprégner l'opinion publique, les défenseurs du système qu'ils sont pouvaient garantir l'opinion publique de tous les dérapages. Si ça existait, Jean-Marie Le Pen en France n'aurait jamais été qualifié au 2e tour d'une élection présidentielle. Jamais. C'est peut-être en opposition à ce... Jamais. Eh bien, vous voyez que l'opinion publique est plus autonome, qu'elle se construit différemment. Alors, je crois que c'est absolument certain qu'en 2002, la plupart des médias, en 2002 et après d'ailleurs, la plupart des médias sont hostiles à Jean-Marie Le Pen et à sa formation politique pour tout un tas de raisons assez évidentes, je dirais, qui représentent tout ce qu'ils abordent sur tout un tas d'aspects. Bon. En même temps, et c'est sans doute ça qui est intéressant pour 2002, c'est qu'on peut être sincèrement contre Jean-Marie Le Pen et en même temps, le traitement ordinaire de l'information tel que l'ont mené les médias durant cette période-là a très clairement contribué à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Bon, si on regarde la campagne présidentielle, telle qu'elle se lance, par exemple, à partir de début janvier 2002 jusqu'à mai, c'est-à-dire le moment de l'élection présidentielle, on s'aperçoit que si on regarde les journaux télévisés des principales chaînes d'information générale, on a plus de 20 000 sujets sur cette période, c'est-à-dire un peu plus de 1000 par semaine, qui concernent les crimes, les viols, les violences urbaines, l'action policière. L'été dernier, vous vous en souvenez peut-être, une dizaine de communes avaient instauré un couvre-feu pour les moins de 13 ans. La ville d'Asnières a décidé d'aller encore plus loin, puisqu'elle interdit non seulement la circulation des jeunes sans leurs parents entre 23h et 6h du matin, mais aussi les regroupements agressifs des moins de 16 ans le jour. Ce couvre-feu avait déjà été instauré dans plusieurs villes comme Orléans, Nice ou Étampes. Il est resté en vigueur tout le temps des vacances scolaires. Alors a-t-il permis de rendre plus sûrs certains quartiers? Quels résultats a-t-on obtenu en matière de sécurité urbaine? Plus d'un Français sur 2 se sent en insécurité, selon un sondage CSA pour l'Humanité Hebdo à paraître ce week-end. Et puis une nouvelle attaque de fourgon blindé à Toulouse. Le camion Ben a été bloqué par une dizaine d'individus cagoulés et fortement armés. Et en fait, ce que vont faire les médias sur cette période, c'est très important, c'est qu'ils vont contribuer à créer, à fabriquer des images de notre société, notamment des banlieues, comme des espaces coupe-gorge, des espaces dans lesquels finalement la République est en danger. On a des choses qui sont des évidences fausses scientifiquement, qui vont devenir vraies à force d'être répétées. On va nous dire par exemple des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. La tolérance zéro à New York, ça marche.
tout ça, c'est faux. Mais ça va devenir vrai parce que c'est répété, d'éditorial en plateau de télévision, d'émissions de radio, en chroniques hebdomadaires. Bon. Et dans ce contexte-là, évidemment, on peut être tout à fait contre le Front National, je dirais de la manière la plus sincère. Je dirais, dès lors qu'on joue avec les systèmes de clivage qui sont ceux du Front National, le Front National en profite dans une certaine mesure presque mécaniquement. N'attribuez pas aux journalistes un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas nous qui faisons les rapports de force dans la société. Détrompez-vous, ce n'est pas nous. Coupez tout ça, mais réfléchissez-y. Vous ne pensez pas que le fait que là, on peut rester jusqu'à 4 heures d'appuyer les mêmes idées chaque jour et d'inviter les mêmes hommes politiques n'influe pas sur les électeurs? Eh bien, vous me posez la question, je vous réponds non. Peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de décider qui va être élu. Et que ça peut même se révéler contre-productif. On en arrive à un moment dans l'esprit des gens qu'à partir du moment où les journalistes se positionnent comme étant noirs, eh ben, ils vont avoir peut-être tendance à répondre blanc. Ça peut être vrai. Maintenant, il y a quand même une capacité. Il faut sortir du choix des personnes sur le terrain politique. Il y a une capacité à nous faire baigner tous dans un bain idéologique. Un bain idéologique où c'est pas possible de faire autrement que l'austérité salariale, que les réformes, en sortir de la rigidité du marché du travail. Bon, là-dessus, il y a un travail qui est fait, qui est un travail quotidien et qui, je crois, fonctionne largement. Le travail de résignation, d'imposer le fatalisme, il n'y a pas d'alternative, le seul problème aujourd'hui, c'est de régler le déficit de l'État. Je pense que là, il y a un travail d'imposition de normes idéologiques qui fonctionnent, ce qui ne veut pas dire que derrière, ce qui nous imposeront comme candidature sera celle qui sera choisie. Mais ceci dit, le bain dans lequel ils nous font baigner, c'est ça. Le système capitaliste peut dire un grand merci au système médiatique, qui est un sous-système finalement du système capitaliste. Parce que je pense que dans une démocratie aboutie, dans une démocratie digne de ce nom, c'est-à-dire qui serait indissociablement politique, économique et sociale, et pas seulement politique comme aujourd'hui, eh bien, on n'aurait plus besoin des journalistes. On aurait besoin d'un type de travail qui ressemble au travail journalistique. C'est un travail qu'on pourrait continuer à appeler un travail de formation. Mais au même titre qu'on a besoin du travail de l'éducation nationale aujourd'hui. On forme des gens dûment, soigneusement, pour qu'ils délivrent un enseignement dûment contrôlé, selon des méthodes éprouvées et vérifiées, pour apporter à l'ensemble de la collectivité une réponse à son besoin de formation. On peut imaginer de la même façon d'apporter une réponse aux besoins d'information de la collectivité. Et pour ça, on n'a pas besoin du corps de journalistes, du moins tel qu'il existe aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une télé de gauche. Alors, comment faire de la télé de gauche sans être chiant? Ça, c'est notre question. Mais il devrait y avoir une télé de gauche. Peut-être que l'un des prolongements à attendre du front de gauche, c'est de penser qu'il va falloir penser la transformation des médias. La transformation des médias dominants, en les récupérant et ainsi de suite, mais ça ne sera pas pour tout de suite, mais aussi la création de contre-médias, et qui ne soient pas forcément des médias marginaux. Mais cela étant, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour que l'information, dans un pays comme le nôtre, soit une information démocratique digne de ce nom. Il faudrait, pour commencer, bien sûr, mettre fin à la propriété privée des grands moyens d'information. Il faut oser dire aujourd'hui ce qui finalement semble être hors de la portée de l'entendement commun, à savoir que quelque chose comme TF1 ne devrait pas exister. Démocratiquement parlant, TF1 est un obstacle à la vie démocratique. C'est pas une aide. Ce type de presse-là n'est pas un facteur de développement du débat démocratique, n'est pas un facteur de développement de l'esprit public. Ce qui conduit à la conclusion que
il faut pouvoir s'en débarrasser. Mais cela n'est possible que, évidemment, dans le cadre d'un combat beaucoup plus large contre les structures actuelles de la domination sociale. Seulement, ces structures actuelles de la domination sociale, elles ne peuvent être que confortées par l'existence de ce système médiatique. Donc, il faut en finir avec lui. Et tant qu'on n'aura pas le courage de le dire, rien ne pourra se faire, parce qu'on aura constamment, les prétendus opposants au système seront des gens qui iront faire risette à PPDA, à Drucker et compagnie. Je ne nomme ces gens-là que parce qu'ils sont des incarnations du système médiatique. Je n'ai rien personnellement contre eux, mais bon, on verra les représentants des partis politiques comme les ténors du Parti socialiste, par exemple, comme les dirigeants des centrales syndicales. On les verra aller faire copain-copain, ami-ami, avec tous les responsables de la confiscation de la parole et du débat public. Et tous ces gens-là se prétendent des défenseurs et des animateurs de la démocratie, mais il y a une chose dont apparemment ils n'ont pas pris conscience, ou alors s'ils en ont pris conscience, c'est encore pire, c'est qu'ils sont en connivence avec les fossoyeurs du débat démocratique. Il n'y a plus aucun lien économique entre les journaux d'information générale et les responsables politiques. Ça a existé. C'est Geoffrin. Je pense qu'aujourd'hui, la question... la question n'est pas celle du financement de la presse. Le problème, je termine, ce n'est pas que Serge Dassault investisse dans le Figaro. Le fait que des grands capitalistes ou des financiers investissent dans la presse, si ce n'était pas le cas, nos journaux seraient morts. Ouais. Donc, vive le capitalisme. Ce qui nous inquiète, ce qui m'inquiète moi, et ce qui inquiète beaucoup de journalistes, c'est pas la censure de l'argent, c'est la censure du manque d'argent. Il faut pouvoir entretenir au moins 150 personnes. Payer normalement, évidemment, pas payer qu'un lance-pierre, comme on le fait sur certains sites internet où les gens sont payés à la limite comme des Pakistanais qu'on fait travailler dans une cave, quoi. Non, il faut des gens qui aient le temps de travailler. C'est des exemples d'indépendance et d'intégrité pour une fois. C'est de gauche que vous avez là. Calmez-vous, messieurs, dames. Oui, prenez des notes et prenez-en de la graine, s'il vous plaît. On peut en effet aller dans le sens du poil de nos amis, dire que la presse est entièrement pourrie, qu'elle est vraiment beaucoup trop riche, qu'elle croule sous les milliards, etc. Et se faire applaudir à bon compte. De toute façon, vous applaudissez absolument tout ce qu'on dit. Ce qui est intelligent de l'applaudissement. Mais vous comptez réciproquement. On va arrêter parce qu'il y a les
Qu'il se taise! Qu'il se taise! Nous sommes le front, le réseau de faire taire les perroquets. On veut les faire taire. Voilà. Les gens comme Laurent Geoffrin qui passent leur vie dans les médias, qui ont viré leur cutie combien de fois, il faut le compter, mais 30, 40, 50 fois. Et on estime qu'ils sont déjà dans leurs médias. Venir ici à la BNF, c'est encore occuper un espace supplémentaire. Qui les a invités? C'est la BNF? Oui, mais nous sommes pollués par ces gens-là, monsieur. Nous sommes littéralement pollués. Non, nous les avons fait taire. Ce que vous avez fait, c'est honteux. Non, c'est honteux. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Excusez-moi, vous avez saboté le truc. C'est extrêmement grave. Je suis désolé. Voilà, on a une table ronde, vous pouvez débattre. Mais une table ronde entre Maurice Safran et Laurent Geoffrin. Vous n'êtes pas obligé de venir. Vous n'êtes pas obligé de venir. On vient pour les faire taire. On vient pour les faire taire. Vous avez réussi, bravo, merci beaucoup. C'est très démocratique. Eh bien, merci à vous. Je vous félicite. Merci à vous. Au revoir. On va voir ce qui s'est passé. Ceux qui sont emmenés, on va donner un avis. Je pense que ça marchera. Laissez-le là. On veut juste savoir pourquoi il s'est fait maltraiter. Bon, autre chose? Bon, alors, on va. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En 1981, François Mitterrand, lorsqu'il arrive au pouvoir, fait nommer un certain nombre de commentateurs communistes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état dans lequel le débat politique et médiatique se trouve, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer le recrutement de journalistes et de commentateurs proches, en tout cas opposés au social-libéralisme de droite ou de gauche? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'avoir des mesures coercitives contre les commentateurs, c'est-à-dire un temps de parole, non pas pour les hommes politiques, mais un temps de parole pour les éditorialistes, comme vous? Écoutez, c'est pas une question, ça. C'est un point de vue. Il y a une question. Non. Ah si. Non. Que pensez-vous d'imposer par la force... Qu'est-ce que je pense de votre point de vue? Non, imposer par la force le recrutement de journalistes qui aient des positions de gauche. C'est votre point de vue.